Le 15 mars 1998, les gendarmes de la brigade d'Annecy reçoivent un appel étrange à 22h30. Une voix d'homme tremblante murmure quelques mots confus avant que la ligne ne se coupe brutalement. L'adresse transmise automatiquement correspond à une maison isolée au bord du lac, celle de la famille Mercier. Quand les patrouilles arrivent sur place 20 minutes plus tard, ils découvrent une porte grande ouverte, des lumières allumées partout et un silence absolu. À l'intérieur, tout semble figé dans un instant précis. La table de la salle à manger est dressée pour 4 personnes, les assiettes encore pleines de nourriture tiède. Les manteaux pendent au porte-manteau de l'entrée. Les clés de voiture reposent sur la console, les portefeuilles et les téléphones portables sont alignés sur le buffet. Mais aucune trace de la famille. Pas de signe de lutte, pas de message, pas de désordre. Juste une présence qui s'est évaporée entre le moment où le repas a été servi et celui où les gendarmes ont franchi le seuil. Ce qui glace le sang des enquêteurs, c'est cette phrase griffonnée à la hâte sur un bloc-notes près du téléphone, d'une écriture tremblante qui semble avoir été tracée dans l'urgence. Ils sont là, ne cherchez pas. 20 ans plus tard, en 2018, un couple et leurs 2 enfants se présentent spontanément à la gendarmerie d'Annecy, affirmant être les Mercier disparus. Ils racontent une histoire qui défie toute logique et relance une enquête que beaucoup croyaient close pour toujours. En 1998, Annecy est encore une ville paisible, épargnée par les faits divers violents qui défrayent la chronique dans les grandes métropoles françaises. La région lémanique attire les familles en quête de tranquillité, de nature et de sécurité. C'est justement ce qui avait séduit Marc Mercier, 42 ans, ingénieur dans une entreprise d'électronique, et son épouse Claire, 38 ans, professeur de mathématiques au lycée Berthollet. Le couple avait acheté cette maison au bord du lac en 1995, une bâtisse des années 70 rénovée avec soin. Leurs 2 enfants, Thomas 15 ans et Léa 12 ans, sont décrits par tous comme des adolescents équilibrés, bien intégrés dans leurs établissements scolaires respectifs. Thomas excelle en sciences et rêve de devenir astrophysicien, tandis que Léa pratique la danse classique avec passion au conservatoire. Rien dans le comportement de la famille ne laisse présager un départ précipité ou une fuite organisée. Les voisins les plus proches, à près de 200 mètres, confirment que les Mercier menaient une vie tranquille et discrète, sans histoire particulière ni relation conflictuelle avec quiconque dans le voisinage. Le soir du 15 mars, Marc Mercier termine sa journée de travail comme à l'habitude vers 18h. Plusieurs collègues le croisent dans le parking de l'entreprise et remarquent qu'il semble pressé de rentrer chez lui, mais rien d'inhabituel dans son attitude. Claire, elle, a quitté le lycée en fin d'après-midi après avoir corrigé des copies dans la salle des professeurs. Une collègue lui parle brièvement vers 16h30 et note qu'elle paraît fatiguée, mais de bonne humeur. Les enfants rentrent du collège et du lycée par leurs propres moyens, comme chaque jour d'école. Ce qui suit reste un trou noir de 4 heures. Entre 18h, heure estimée du retour de Marc à la maison, et 22h30, moment de l'appel d'urgence, personne ne peut témoigner de ce qui s'est passé dans cette demeure isolée. L'analyse de la scène par les gendarmes révèle que le repas a été préparé, probablement par Claire selon les habitudes familiales, et qu'il a été servi aux alentours de 20h, heure habituelle du dîner chez les Mercier selon les proches. Le menu ce soir-là consistait en une blanquette de veau, un plat que Claire préparait régulièrement le dimanche. Mais ce jour est un dimanche ordinaire de mars. Quand les premières équipes de gendarmerie pénètrent dans la maison ce 15 mars à 22h50, ils découvrent un tableau surréaliste. Les couteaux et fourchettes reposent dans les assiettes comme si les convives s'apprêtaient à commencer leur repas. Un verre de vin rouge est renversé sur la nappe, la tache encore humide formant une auréole sombre. La télévision du salon diffuse les informations de 20h sur France 2, le volume baissé au minimum. Dans la cuisine, une casserole d'eau bout toujours sur la cuisinière, l'eau s'étant presque entièrement évaporée. C'est ce détail qui convainc les enquêteurs que quelque chose de grave et de soudain s'est produit. Avant de poursuivre cette histoire troublante qui a marqué la Haute-Savoie pendant 2 décennies, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Cette affaire n'est que l'une des nombreuses disparitions inexpliquées que nous allons explorer ensemble sur cette chaîne. Si les mystères criminels et les enquêtes non résolues vous fascinent autant qu'ils nous intriguent, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits.
Et si vous voulez que nous continuions à fouiller dans les archives des affaires les plus déconcertantes de France, laissez un like dès maintenant. L'enregistrement de l'appel d'urgence constitue la première pièce versée au dossier de l'enquête. Les techniciens de la gendarmerie passent des heures à analyser la bande, cherchant le moindre indice dans les quelques secondes de communication. On entend distinctement la voix de Marc Mercier, identifiée formellement par reconnaissance vocale, mais elle semble altérée par la peur ou l'épuisement. Il prononce des mots hachés, presque incompréhensibles, où l'on distingue « ils arrivent »,« les enfants » et « trop tard ». Puis un bruit sourd, comme une chute ou un choc violent, suivi d'un grésillement avant la coupure nette de la ligne téléphonique. Les techniciens de France Télécom interviennent dès le lendemain matin pour examiner l'installation. La ligne n'a pas été sectionnée physiquement. Elle s'est simplement interrompue comme lors d'une déconnexion normale. Aucune trace de sabotage, aucun dysfonctionnement technique identifiable. Le combiné du téléphone fixe est retrouvé par terre dans le salon, à 3 mètres de son socle, comme s'il avait été jeté ou était tombé durant une bousculade. Mais là encore, rien dans la pièce n'indique une altercation ou une intrusion violente. Les meubles sont à leur place. Aucun objet de valeur n'a disparu. Le commandant Bertrand, qui prend la direction de l'enquête dès le lendemain, ordonne immédiatement des recherches dans un périmètre de 5 km autour de la maison. Des plongeurs de la gendarmerie inspectent le lac d'Annecy sur plusieurs centaines de mètres de berge. Des maîtres chiens parcourent les bois environnants, suivant des pistes qui s'évanouissent systématiquement après quelques centaines de mètres. L'hypothèse d'une noyade collective est rapidement écartée, celle d'une fuite dans les montagnes également, compte tenu de l'absence totale de préparation et des affaires personnelles laissées sur place. Les relevés d'empreintes dans la maison ne révèlent que celles des membres de la famille et de quelques proches venus régulièrement, comme la sœur de Claire ou le père de Marc. Aucune empreinte inconnue, aucune trace de pas étrangère dans le jardin boueux ce soir de mars pluvieux. Les seules empreintes de chaussures identifiées correspondent aux modèles portés habituellement par Marc et Claire. Sur le chemin de gravier menant à la route départementale, les enquêteurs relèvent des traces de pneus récentes, mais impossibles à dater précisément. Elles pourraient appartenir à n'importe quel véhicule passé dans les dernières 48 heures. L'examen minutieux des relevés bancaires ne montre aucun retrait inhabituel dans les semaines précédant la disparition. Marc et Claire n'ont pas vidé leur compte, n'ont pas souscrit d'assurance vie supplémentaire, n'ont pas effectué de transfert suspect. Leurs cartes bancaires ne sont plus utilisées après le 15 mars. Les factures de téléphone mobile révèlent des communications parfaitement ordinaires, essentiellement avec la famille proche, les collègues de travail et les établissements scolaires des enfants. Le dernier appel passé par Marc remonte à 17h30, une conversation de 3 minutes avec un collègue pour confirmer un rendez-vous professionnel du lendemain. Les enquêteurs interrogent systématiquement tous les proches, collègues et connaissances de la famille. Le père de Marc, ancien gendarme à la retraite vivant à Chambéry, s'effondre en larmes lors de son audition. Il affirme n'avoir rien remarqué d'anormal lors de leur dernière rencontre 15 jours plus tôt, lorsque la famille était venue déjeuner chez lui. La sœur de Claire, installée à Lyon, confirme avoir parlé au téléphone avec sa sœur la veille de la disparition, le samedi 14 mars. Leur conversation portait sur l'organisation des vacances de Pâques, prévues ensemble dans les Alpes. Claire lui avait paru détendue et heureuse. Les camarades de classe de Thomas et Léa sont interrogés avec la présence de leurs parents et d'un psychologue. Aucun ne rapporte de propos inquiétants tenus par les adolescents. Thomas avait parlé de son prochain contrôle de physique-chimie prévu pour le mercredi suivant. Léa s'était réjouie d'un spectacle de danse programmé pour la fin du mois d'avril, rien qui suggère qu'il savait ou pressentait un départ imminent. Leur professeur confirme que les 2 élèves étaient assidus, sérieux, sans problème de comportement ni de résultats scolaires en baisse. Thomas avait même déposé un dossier de candidature pour un stage d'astronomie durant l'été. Les collègues de Marc à l'entreprise d'électronique décrivent un homme méthodique, perfectionniste, parfois distant mais toujours professionnel. Personne ne lui connaît d'ennemis, de dettes de jeu, de liaisons extra-conjugales ou de comportements suspects. Son supérieur hiérarchique précise que Marc travaillait sur un projet de développement de composants pour l'aéronautique, un contrat classique sans dimension confidentielle particulière. Aucun indice que Marc aurait pu être mêlé à une affaire d'espionnage industriel ou de détournement de fonds.
Ces dossiers professionnels sont passés au crible sans révéler la moindre irrégularité. Claire, de son côté, était très appréciée de ses collègues enseignants et de ses élèves. Sa vie semblait se résumer à sa famille, son travail et quelques amis proches avec qui elle prenait un café de temps en temps. Elle n'avait pas d'activité associative particulière, ne militait dans aucun parti politique, ne fréquentait aucun groupe religieux ou philosophique. Les parents d'élèves interrogés la décrivent comme une professeure exigeante mais juste, investie dans son métier. Aucun conflit majeur avec un élève ou une famille n'est recensé dans les archives de l'établissement. Son casier judiciaire, comme celui de Marc, est vierge. Le bloc-notes avec la phrase « Ils sont là, ne cherchez pas » devient rapidement l'élément le plus troublant du dossier. L'expertise graphologique confirme qu'il s'agit bien de l'écriture de Marc, mais dans un état de stress ou de précipitation extrême. Les mots sont tracés avec une pression irrégulière. Certains traits sont tremblés. La fin de la phrase part vers le bas de la page, comme si la main avait glissé. Mais que signifie cette phrase énigmatique? Qui sont-ils? Pourquoi ne pas chercher? S'agit-il d'un avertissement, d'une menace, d'un aveu? Les experts en criminologie se perdent en conjectures. La médiatisation de l'affaire commence dès la fin du mois de mars 1998. Les journaux locaux puis nationaux s'emparent de cette disparition mystérieuse d'une famille entière, sans violence apparente, sans mobile identifiable. Des centaines de témoignages affluent à la gendarmerie, certains farfelus, d'autres troublants. Un homme affirme avoir croisé la famille Mercier dans une station-service près de Grenoble le 16 mars au matin. Mais les caméras de surveillance infirment formellement cette déclaration. Une femme prétend avoir vu Claire monter dans une voiture noire devant le lycée le vendredi précédent, mais personne d'autre ne corrobore ce témoignage. Le commandant Bertrand constitue une cellule d'enquête dédiée de 12 gendarmes qui vont travailler à plein temps sur cette affaire pendant 6 mois. Chaque élément de la vie des Mercier est passé au crible avec une minutie obsessionnelle. Les relevés téléphoniques sont épluchés sur les 6 derniers mois. Les déplacements reconstitués grâce aux témoignages et aux tickets de péage autoroutiers. Les achats analysés via les relevés de cartes bancaires. Un portrait extrêmement détaillé de la famille se dessine peu à peu, mais il ne révèle aucune faille, aucun secret susceptible d'expliquer une disparition volontaire ou forcée. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement au passé de Marc. Son père ayant été gendarme, ils vérifient s'il aurait pu être mêlé à une vieille affaire, une vengeance différée, une menace issue de son ancienne carrière. Mais le père de Marc a exercé principalement dans des fonctions administratives et n'a jamais été impliqué dans des enquêtes criminelles sensibles. Il a pris sa retraite en 1993 après 35 ans de service sans histoire. Les archives de la gendarmerie ne révèlent aucun dossier problématique. Aucun ennemi potentiel cherchant à se venger en s'attaquant à la famille de l'ancien gendarme. L'hypothèse d'un enlèvement crapuleux est également explorée. Pourtant, aucune demande de rançon ne parvient jamais aux enquêteurs ou à la famille élargie. Les comptes bancaires de Marc et Claire, bien que confortables pour une famille de classe moyenne, ne justifieraient pas un kidnapping aussi risqué. Ils possédaient environ 200 000 francs d'économie, une somme correcte, mais loin d'être exceptionnelle. Leur maison valait environ 1 million de francs, selon l'estimation des agents immobiliers, un bien certes appréciable, mais pas suffisamment pour attirer l'attention de véritables criminels organisés. Le commandant Bertrand élargit alors les investigations vers d'éventuelles sectes ou groupes sectaires actifs dans la région. Les années 90 sont marquées en France par plusieurs affaires impliquant des mouvements sectaires et des disparitions liées à ces organisations. Une liste d'une trentaine de groupes suspects opérant en Rhône-Alpes est établie. Chaque structure est vérifiée, ses membres identifiés et interrogés quand cela est possible. Mais aucun lien entre les Mercier et ces organisations n'apparaît. Claire et Marc ne figurent dans aucun fichier de surveillance des dérives sectaires. Les services fiscaux sont sollicités pour vérifier si Marc aurait pu être impliqué dans des activités frauduleuses ou un blanchiment d'argent. L'examen complet de leurs déclarations d'impôts sur les 10 dernières années ne révèle aucune anomalie. Leurs revenus correspondent parfaitement à leurs emplois respectifs. Aucun compte à l'étranger, aucune société offshore, aucune transaction suspecte. Marc et Claire Mercier apparaissent comme des contribuables exemplaires, presque trop transparents dans leur vie financière. Cette transparence même devient suspecte aux yeux de certains enquêteurs qui y voient peut-être une façade trop parfaite.
La piste d'un départ volontaire pour échapper à une menace est sérieusement envisagée. Des spécialistes de la protection des témoins sont consultés pour savoir si la famille aurait pu bénéficier d'un programme de changement d'identité. Mais les services concernés affirment formellement n'avoir aucune trace d'un tel dispositif concernant les Mercier. De plus, pourquoi laisser tous leurs effets personnels, leurs économies, leur vie entière derrière eux? Pourquoi cet appel d'urgence si la fuite était planifiée? Ces incohérences fragilisent cette hypothèse sans l'éliminer totalement. Les enquêteurs se penchent également sur l'environnement immédiat de la maison. Le secteur, relativement isolé, est bordé par des zones boisées et des propriétés espacées. Plusieurs caméras de surveillance installées sur des propriétés voisines ou aux abords des routes principales sont recensées. Malheureusement, en 1998, ces dispositifs sont encore rares et souvent défaillants. Sur les 8 caméras identifiées dans un rayon de 2 km, seules 3 fonctionnaient réellement le soir du 15 mars. Les enregistrements ne montrent aucun véhicule inhabituel, circulant vers la propriété des Mercier entre 18h et minuit. Un détail intrigue particulièrement le commandant Bertrand. Dans le garage de la maison, à côté de la Peugeot de Marc et de la Renault de Claire, se trouve un vieux vélo d'enfant appartenant à Léa. La chaîne de ce vélo a été récemment huilée, le lendemain même de la disparition selon l'expertise. Les gendarmes découvrent dans la poubelle du garage un chiffon imbibé d'huile et un flacon neuf d'entretien pour chaîne de vélo acheté la semaine précédente dans un magasin de sport d'Annecy. Pourquoi quelqu'un aurait-il pris le temps d'entretenir ce vélo juste avant ou juste après la disparition? Léa ne l'utilisait plus depuis 2 ans. Les auditions se multiplient pendant tout le printemps, 1998. Plus de 200 personnes sont entendues, certaines à plusieurs reprises. Les collègues, les voisins, les commerçants du quartier, les professeurs, les parents d'élèves, les membres des clubs sportifs fréquentés par les enfants, tous défilent dans les bureaux de la gendarmerie. Chaque témoignage est recoupé, vérifié, confronté aux autres. Un emploi du temps quasi minute par minute des dernières semaines de la famille est reconstitué, mais rien n'émerge qui puisse expliquer leur volatilisation. C'est comme si les Mercier avaient simplement cessé d'exister à 22h30 ce 15 mars. Des battues sont organisées chaque week-end pendant 3 mois avec des dizaines de volontaires. Les forêts environnantes, les berges du lac, les chemins de randonnée, les grottes naturelles de la région, tout est passé au peigne fin. Des hélicoptères, équipés de caméras thermiques, survolent les zones les plus difficiles d'accès. Des spéléologues explorent les cavités souterraines répertoriées dans un rayon de 20 km. Malgré ces efforts considérables, aucun corps, aucun vêtement, aucun objet appartenant aux Mercier n'est découvert. C'est comme s'ils s'étaient évaporés dans les airs sans laisser la moindre trace matérielle de leur passage. À l'automne 1998, le commandant Bertrand doit se rendre à l'évidence. L'enquête piétine faute d'éléments nouveaux. Les effectifs de la cellule d'enquête sont progressivement réduits. Le dossier reste ouvert, mais l'espoir de retrouver la famille vivante s'amenuise de jour en jour. Les médias se désintéressent progressivement de l'affaire, d'autres faits divers occupent l'actualité. La maison des Mercier, saisie dans le cadre de l'enquête, reste vide et silencieuse, comme figée dans ce 15 mars fatal. Elle devient rapidement un lieu hanté dans l'imaginaire local, un symbole de cette énigme insoluble qui continue d'obséder les enquêteurs. Au début de l'année 1999, une première piste sérieuse semble émerger. Un homme se présente spontanément à la gendarmerie, affirmant avoir des informations capitales sur la disparition des Mercier. Il s'agit de Didier Fontaine, un ancien détenu libéré 6 mois avant les faits, connu pour des affaires de cambriolage dans la région. Fontaine explique avoir aperçu un fourgon blanc stationné près de la maison des Mercier le soir du 15 mars, vers 21h. Il rentrait d'une soirée arrosée et passait par hasard dans le secteur. Ce détail pourrait correspondre à un véhicule utilisé pour enlever la famille. Les enquêteurs prennent très au sérieux cette déclaration. Fontaine est placé en garde à vue pour vérification de ses déclarations. Son alibi pour la soirée du 15 mars est examiné en détail. Il affirme avoir passé la soirée dans un bar du centre-ville d'Annecy, ce que confirment effectivement plusieurs témoins et le patron de l'établissement. Mais sa présence au bar ne s'arrête qu'à 20h30, selon les témoignages recueillis. Le temps nécessaire pour rejoindre le secteur de la maison des Mercier correspond approximativement
Fontaine devient le suspect numéro 1 pendant plusieurs semaines. Son logement est perquisitionné de fond en comble. Les gendarmes découvrent du matériel de cambriolage, des objets volés provenant d'autres infractions, mais rien qui puisse le relier au Mercier. Pas de vêtements leur appartenant, pas d'objets personnels, pas de traces biologiques. Son véhicule, une vieille Renault, est passé au luminol et à tous les examens possibles. Aucune trace de sang, aucun cheveu, aucune fibre textile correspondant aux victimes. Les relevés téléphoniques de Fontaine ne montrent aucun contact avec des complices potentiels qui auraient pu l'aider à organiser un enlèvement. Après 6 semaines d'investigation intensive, il doit être relâché faute de preuves. Une deuxième piste apparaît en mars 2000, exactement 2 ans après la disparition. Une femme contacte la gendarmerie depuis la Belgique, affirmant avoir vu Claire Mercier dans une boulangerie de Bruxelles. Elle est formelle sur l'identification, ayant été collègue de Claire pendant 2 ans dans un précédent établissement scolaire. Selon son témoignage, Claire portait des lunettes de soleil malgré le temps couvert, semblait nerveuse et s'est enfuie en l'apercevant. Une équipe est immédiatement dépêchée sur place en coordination avec les autorités belges. La boulangerie est identifiée, son gérant interrogé, mais il ne reconnaît pas la photo de Claire. Les caméras de surveillance du quartier bruxellois sont visionnées pendant des jours. Plusieurs femmes correspondant vaguement au signalement sont filmées, mais aucune ne ressemble vraiment à Claire Mercier. L'ancienne collègue est réentendue. Elle maintient son témoignage mais admet ne pas avoir vu la femme très longtemps et de relativement loin. Les policiers belges mènent une enquête de voisinage approfondie dans le secteur. Personne ne connaît une Claire Mercier ou une femme française correspondant à son signalement. Cette piste s'évanouit à son tour après plusieurs mois d'investigations infructueuses en Belgique et dans les pays limitrophes. En 2002, un chasseur découvre dans une forêt du Jura, à environ 80 km d'Annecy, un portefeuille partiellement décomposé par l'humidité. Les papiers d'identité sont illisibles, mais le format du portefeuille correspond à celui que possédait Marc Mercier selon les descriptions de sa famille. L'objet est immédiatement transmis aux enquêteurs. Les analyses ADN sont lancées sur les traces biologiques résiduelles. Pendant plusieurs semaines, l'espoir renaît de retrouver enfin une trace concrète des disparus. Le lieu de la découverte fait l'objet de fouilles intensives sur un périmètre de plusieurs hectares. Les résultats des analyses ADN tombent comme un coup de massue. Le portefeuille n'appartient pas à Marc Mercier, mais à un randonneur suisse disparu lui aussi quelques années auparavant dans des circonstances non élucidées. Cette coïncidence macabre ne fait qu'ajouter à la confusion. Pourquoi ce portefeuille se trouve-t-il précisément dans une zone géographique qui aurait pu correspondre à un itinéraire de fuite des Merciers? S'agit-il d'une pure coïncidence ou d'un élément d'un puzzle plus vaste que personne ne parvient à assembler? Les enquêteurs repartent une nouvelle fois bredouille. Un profileur criminel de la police judiciaire de Lyon est consulté en 2003 pour apporter un regard neuf sur le dossier. Après avoir étudié pendant 3 mois l'ensemble des pièces de la procédure, il établit plusieurs hypothèses. La première privilégie un enlèvement planifié par une organisation criminelle pour des raisons encore inconnues, peut-être liées au travail de Marc dans l'électronique. La seconde évoque une fuite organisée pour échapper à une menace grave que la famille aurait eue à tout le monde. La troisième, plus sombre, suggère un drame familial suivi d'un suicide collectif avec dissimulation des corps. Aucune de ces théories ne peut être confirmée ni infirmée. Cette dernière hypothèse, celle du drame familial, choque profondément les proches des Merciers. Le père de Marc et la sœur de Claire s'insurgent contre cette théorie qu'ils jugent infamante et totalement contraire à la personnalité de Marc et Claire. Ils rappellent que la famille était heureuse, soudée, sans problème financier ni conflit majeur. Aucun signe avant-coureur de dépression ou de déséquilibre mental n'avait été détecté. Cette hypothèse est finalement écartée par le commandant Bertrand lui-même, qui, après 5 ans d'enquête, connaît le dossier mieux que personne et ne croit pas à cette version. En 2005, 7 ans après la disparition, une information anonyme parvient à la gendarmerie par courrier postal. La lettre, postée de Paris, affirme que les Merciers sont vivants et vivent sous une nouvelle identité dans un pays d'Amérique du Sud, sans préciser lequel. L'écriture est déguisée. Aucune empreinte digitale n'est relevée sur le papier. Le texte est court, énigmatique, sans aucun détail permettant de vérifier la véracité de l'information. Interpol est saisi.
Des vérifications sont lancées auprès des consulats français au Brésil, en Argentine, au Chili et en Uruguay. Aucun ressortissant français correspondant au signalement des Mercier n'est identifié dans ces pays. Cette lettre anonyme relance néanmoins l'intérêt médiatique pour l'affaire. Plusieurs émissions de télévision consacrent des reportages aux Mercier, diffusent leurs photos, appellent à témoignages. Des dizaines de signalements affluent de toute l'Europe et même de l'étranger. Chaque piste est vérifiée avec sérieux malgré les moyens limités. Une femme aperçue à Barcelone, un homme ressemblant à Marc dans un aéroport de Rome, des adolescents qui pourraient être Thomas et Léa dans une école internationale de Genève. Toutes ces pistes aboutissent à des impasses. Soit les personnes signalées n'ont aucun lien avec les Mercier, soit les témoins se sont trompés de bonne foi. Le dossier Mercier devient progressivement une affaire froide, un cold case comme on commence à les appeler, en s'inspirant de la terminologie américaine. En 2010, 12 ans après les faits, la gendarmerie procède à une dernière grande vague de réaudition de tous les témoins clés. Certains sont décédés entre-temps, d'autres ont déménagé loin de la région. Les souvenirs se sont estompés avec le temps. Personne n'apporte d'éléments nouveaux. Le commandant Bertrand, désormais proche de la retraite, avoue dans un entretien au journal local que cette affaire reste la plus frustrante de sa carrière. Il a le sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'évident, sans jamais savoir quoi. Le 23 février 2018, 20 ans presque jour pour jour après la disparition, un événement incroyable se produit. Un homme d'une quarantaine d'années se présente à l'accueil de la gendarmerie d'Annecy en début d'après-midi. Il est accompagné d'une femme du même âge et de deux jeunes adultes, un homme et une femme. Ils demandent à parler au responsable de l'enquête sur la famille Mercier. L'agent d'accueil, interloqué, les fait patienter et prévient immédiatement le capitaine Dumont, qui a repris le dossier après le départ en retraite du commandant Bertrand. Ce qui se passe ensuite défie toute logique. L'homme qui se tient devant le capitaine Dumont affirme être Marc Mercier. La femme serait Claire, et les deux jeunes adultes, Thomas et Léa. Ils sont vivants, en apparente bonne santé, et viennent spontanément se présenter aux autorités après 20 années d'absence totale. Le capitaine Dumont, d'abord convaincu d'avoir affaire à des imposteurs ou des malades mentaux, demande des preuves d'identité. Les 4 personnes n'ont aucun papier sur elles. Mais l'homme donne des détails sur la maison, sur la soirée du 15 mars 1998, sur des éléments qui n'ont jamais été rendus publics dans les médias. Des tests ADN sont immédiatement ordonnés. Des échantillons de référence sont encore conservés dans les scellés de l'enquête, prélevés sur des brosses à dents et des vêtements 20 ans plus tôt. Les analyses sont confiées à plusieurs laboratoires indépendants pour éviter toute erreur. Pendant les 3 jours nécessaires aux résultats, les 4 personnes sont placées dans des locaux sécurisés, interrogées séparément, filmées en continu. Elles maintiennent leur version. Elles sont bien les Mercier disparus en 1998. Et contre toute attente, les résultats ADN confirment formellement leur identité. L'annonce de la réapparition des Mercier provoque un choc dans toute la France. Les médias se ruent sur l'information. Comment une famille entière peut-elle disparaître pendant 20 ans, puis réapparaître comme si de rien n'était? Les gendarmes sont submergés de demandes d'interviews, de sollicitations, de pressions de toutes parts. Le parquet d'Annecy impose un blackout médiatique total, le temps de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les auditions se multiplient pendant plusieurs semaines. Marc, Claire, Thomas et Léa sont interrogés séparément et ensemble. Leurs déclarations sont enregistrées, analysées, décortiquées par des spécialistes. Leur récit est à la fois cohérent et totalement déconcertant. Le soir du 15 mars 1998, vers 20 h, alors qu'ils s'apprêtaient à dîner, 3 hommes cagoulés auraient fait irruption dans la maison. Marc affirme avoir été maîtrisé immédiatement, Claire et les enfants terrorisés. Les intrus les auraient forcés à monter dans un fourgon garé à proximité sans leur laisser le temps de prendre quoi que ce soit. Marc aurait réussi à passer l'appel d'urgence juste avant d'être neutralisé. La phrase sur le bloc-notes aurait été écrite sous la contrainte, dictée par l'un des ravisseurs pour décourager les recherches. Selon leur version, ils auraient été emmenés dans une propriété isolée en montagne, quelque part dans les Alpes, sans pouvoir identifier précisément le lieu. Ils y auraient été retenus prisonniers pendant toutes ces années, sans contact avec l'extérieur, surveillés en permanence par des gardiens qui se relayaient. La propriété comprenait une maison principale où ils vivaient tous les 4, relativement confortablement selon leur dire,
mais sans aucune possibilité de s'échapper. Ils disposaient de livres, d'une télévision contrôlée, de jeux, mais aucun accès à Internet ou au téléphone. Leurs gardiens leur apportèrent de la nourriture et des vêtements régulièrement. Pourquoi les avoir enlevés? Pourquoi les avoir gardés 20 ans? Marc et Claire affirment ne pas connaître la raison exacte de leur enlèvement. Ils ont interrogé leur ravisseur à de nombreuses reprises, mais n'ont jamais obtenu de réponse claire. Les gardiens, qui changeaient régulièrement, ne parlaient presque jamais avec eux. Ils se contentaient de surveiller, d'apporter le nécessaire, de s'assurer qu'ils ne tentaient rien. Selon Marc, il s'agissait probablement d'une erreur, d'une confusion avec une autre famille. Mais les ravisseurs n'ont jamais admis leur erreur, ni libéré les otages de peur des conséquences judiciaires. Thomas et Léa, qui avaient des 15 et 12 ans lors de l'enlèvement, en ont maintenant 35 et 32. Ils ont grandi en captivité, privés d'école normale, de relations sociales, de liberté. Leurs parents leur ont fait classe comme ils pouvaient, avec les livres dont ils disposaient. Léa raconte avoir appris à lire de façon plus approfondie durant ces années, avoir dévoré des centaines de romans. Thomas explique avoir maintenu son intérêt pour les sciences grâce à des manuels que leurs gardiens acceptaient parfois de leur fournir. Mais leur développement social et émotionnel a été profondément perturbé par ces 2 décennies d'isolement forcé. Pourquoi se présenter maintenant aux autorités? Marc explique que début février 2018, leurs gardiens ont subitement cessé de venir. Pendant plusieurs jours, ils ont attendu sans comprendre. Puis ils ont réalisé que les portes n'étaient plus verrouillées. Ils ont exploré la propriété et découvert qu'ils étaient seuls, complètement abandonnés. Après plusieurs jours d'hésitation, de peur de tomber dans un piège, ils ont décidé de partir. Ils ont marché pendant des heures dans la montagne, avant de trouver une route, puis un village. Ils ont mis plusieurs jours à rejoindre Annecy, se cachant, mendiant, terrorisés à l'idée d'être repris. Les enquêteurs tentent désespérément de localiser le lieu de détention décrit par les Mercier. Des équipes parcourent les Alpes en se basant sur les descriptions fournies. Une propriété isolée, entourée de forêts, avec une vue sur des sommets enneigés, située à plusieurs heures de marche du premier village. Les critères sont trop vagues. Ils correspondent à des centaines de chalets et de refuges dans la région. Thomas se souvient d'un pic rocheux très caractéristique, visible depuis les fenêtres. Il le dessine de mémoire. Des géologues et des guides de montagne sont consultés mais peinent à identifier précisément ce sommet parmi les centaines qui existent. Claire mentionne un détail qui pourrait aider. Elle se souvient que pendant l'été 2003, une tempête violente a arraché une partie du toit de la maison. Les réparations avaient pris plusieurs semaines. Si la propriété existe vraiment, elle devrait porter des traces de ces travaux. Des recherches dans les archives des entreprises de couverture de la région sont lancées, mais 5 ans plus tard, beaucoup de petites entreprises ont disparu, leurs dossiers perdus ou détruits. Cette piste ne mène nulle part. La propriété fantôme où les Mercier affirment avoir vécu 20 ans demeure introuvable. Un psychiatre mandaté par la justice examine longuement les 4 personnes. Son rapport est troublant. Marc et Claire présentent des symptômes compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome de Stockholm complexe. Leur récit, bien que cohérent, comporte des zones floues, des incohérences mineures qui pourraient s'expliquer par le traumatisme et le temps écoulé. Thomas et Léa montrent des signes de développement social retardé, cohérents avec une enfance et adolescence passées en isolement. Mais le psychiatre ne peut formellement confirmer ni infirmer leur histoire. Rien ne prouve qu'ils mentent, mais rien ne prouve non plus qu'ils disent toute la vérité. Les analyses médico-légales approfondies apportent des éléments troublants. Les corps de Marc et Claire portent des traces anciennes de carences nutritionnelles, compatibles avec une alimentation déséquilibrée sur de longues périodes. Leurs dents montrent un manque de soins dentaires réguliers pendant des années, bien que quelqu'un semble avoir tenté des interventions rudimentaires à un moment donné. Leurs empreintes digitales, conservées dans les fichiers depuis 1998, correspondent parfaitement. Aucun doute possible sur leur identité biologique. Ce sont bien eux. Mais leur état physique raconte-t-il vraiment l'histoire qu'ils décrivent? Thomas et Léa, aujourd'hui adultes, parlent de leur captivité avec une étrange sérénité qui déroute les psychologues. Ils ne manifestent ni haine ni colère envers leurs ravisseurs. Ils les décrivent presque avec indifférence, comme des geôliers qui faisaient leur travail sans cruauté particulière, mais sans empathie non plus. Cette absence d'émotion forte interroge, un syndrome de Stockholm si profond
qu'il persiste même après la libération? Ou bien quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne parvient à identifier clairement? Les spécialistes en victimologie sont divisés sur l'interprétation de ce comportement inhabituel. Une découverte inattendue vient compliquer encore l'affaire. En analysant les compétences linguistiques de Thomas, les enquêteurs réalisent qu'il parle couramment l'allemand, alors qu'il n'étudiait que l'anglais au lycée en 1998. Interrogé sur ce point, Thomas explique qu'un de leurs gardiens était germanophone et lui a appris la langue pendant les longues années de captivité. Cette information relance une piste. Et si les ravisseurs étaient d'origine suisse-allemande ou autrichienne? Cela expliquerait peut-être la localisation en montagne et certaines particularités de leur détention. Interpol est saisi pour vérifier d'éventuels liens avec des réseaux criminels transfrontaliers. Le père de Marc, âgé maintenant de 87 ans, est autorisé à rencontrer son fils. Les retrouvailles sont filmées par les enquêteurs. Le vieil homme s'effondre en pleurs, serre Marc dans ses bras pendant de longues minutes. Mais plus tard, en entretien privé avec le capitaine Dumont, il confie ses doutes. Marc a changé, bien sûr. 20 ans ont passé, mais ce n'est pas seulement physique. Sa façon de parler, certaines expressions qu'il n'utilisait jamais avant, des références à des événements familiaux qu'il semble avoir oubliés. Le père de Marc ne remet pas en cause l'identité de son fils, confirmée par l'ADN, mais il sent quelque chose de profondément différent. La sœur de Claire, elle aussi, exprime des réserves après avoir rencontré sa sœur. Claire se souvient de leur enfance, de leurs parents, mais certains détails sont flous ou inexacts. Elle ne se rappelle pas le nom de leur chien de jeunesse, confond des dates importantes, semble avoir perdu certains souvenirs pourtant fondateurs. Est-ce l'effet du traumatisme et du temps? Ou bien y a-t-il autre chose? Un neurologue consulté explique que 20 ans d'isolement peuvent effectivement altérer la mémoire, particulièrement les souvenirs anciens. Mais il ne peut exclure d'autres explications. Les tests cognitifs montrent que Marc et Claire ont conservé leurs facultés intellectuelles, peut-être même développé certaines capacités du fait de l'isolement. 3 mois après leur réapparition, les Mercier sont autorisés à quitter les locaux sécurisés où ils ont été hébergés. Aucune charge ne peut être retenue contre eux puisqu'ils se présentent comme des victimes, et aucun élément ne prouve qu'ils mentent malgré l'impossibilité de vérifier leur histoire. Ils sont placés sous surveillance discrète et bénéficient d'un accompagnement psychologique intensif pour les aider à se réintégrer dans la société. La maison familiale d'Annecy, restée scellée pendant 20 ans, leur est restituée, mais ils choisissent de ne pas y retourner, préférant louer un appartement dans une autre ville de la région pour échapper à la curiosité médiatique. L'enquête se poursuit pour tenter d'identifier les ravisseurs et localiser le lieu de détention. Mais malgré tous les moyens déployés, aucune piste concrète n'émerge. Les descriptions fournies par les Mercier sont trop générales. Les ravisseurs étaient toujours cagoulés, parlaient peu, ne laissaient rien traîner qui puisse permettre de les identifier. La propriété a été abandonnée sans laisser d'indices. Aucun voisin ne se manifeste pour signaler une famille étrange vivant recluse pendant 20 ans. C'est comme si cette détention n'avait jamais existé ailleurs que dans l'esprit des 4 rescapés. Les gendarmes fouillent pourtant des dizaines de propriétés abandonnées dans les Alpes sans rien trouver qui corresponde. En juin 2018, 4 mois après la réapparition, un rebondissement spectaculaire se produit. Un homme se présente au consulat de France à Zurich, en Suisse, affirmant avoir des informations cruciales sur l'affaire Mercier. Il s'agit d'un ressortissant suisse de 62 ans, ancien employé d'une société de sécurité privée. Il explique avoir participé, il y a une vingtaine d'années, à la surveillance d'une propriété isolée dans les Alpes suisses où vivait une famille française. Il ne connaissait pas leur identité à l'époque, mais depuis la médiatisation de l'affaire Mercier, il pense qu'il pourrait s'agir d'eux. Son témoignage relance l'enquête sur de nouvelles bases. L'homme, identifié comme Ernst Weber, est longuement interrogé par les autorités suisses en présence d'enquêteurs français. Il décrit une mission qui lui avait été confiée entre 1999 et 2004. Il devait assurer des rondes de surveillance autour d'un chalet isolé dans le canton du Valais. On lui avait dit que c'était une mission de protection d'une famille sous menace, un programme de type protection des témoins privés. Il n'avait jamais vu les occupants du chalet de près, seulement de loin lors de ses patrouilles. Il avait été payé en liquide, généreusement, et n'avait jamais posé de questions. Puis la mission s'était arrêtée brutalement en 2004.
Weber fournit des coordonnées approximatives de la propriété. Une équipe franco-suisse se rend sur place. Le chalet existe bel et bien, isolé au fond d'une vallée escarpée, accessible seulement par un chemin forestier difficile. Mais il a été détruit par un incendie en 2016 selon les archives communales. Il ne reste que des ruines calcinées, des murs de pierre noircis et des décombres envahis par la végétation. Les experts judiciaires fouillent minutieusement les ruines. Ils retrouvent des traces d'occupation humaine, des restes de meubles, des objets du quotidien, mais rien qui puisse confirmer formellement que les Mercier ont vécu ici. Une analyse au carbone 14 des restes organiques trouvés dans les décombres suggère qu'ils datent effectivement des années 2000. Des fragments de tissus, des restes de livres brûlés, une monture de lunettes fondues qui pourrait correspondre à celle que portait Claire. Mais l'incendie a été si destructeur que toute analyse ADN est impossible. Les enquêteurs tentent de remonter la chaîne de propriété du chalet. Il appartenait à une société écran enregistrée au Panama, dissoute en 2015. Impossible de retrouver les véritables propriétaires. Une nouvelle impasse, mais cette fois avec au moins un début de matérialité du lieu de détention évoqué par les Mercier. Ernst Weber affirme avoir été embauché par un certain Keller, un homme d'affaires zurichois dont il ne connaît que le nom. Les recherches révèlent qu'un Hans Keller, ancien dirigeant d'une société de conseil en sécurité, est décédé dans un accident de voiture en 2014. Ses archives professionnelles ont été détruites après sa mort selon les souhaits exprimés dans son testament. Une fois de plus, la piste s'arrête net. Keller travaillait-il pour quelqu'un d'autre? Était-il lui-même le commanditaire de l'enlèvement? Personne ne peut le dire. Sa famille, interrogée, affirme n'avoir jamais entendu parler des Mercier ni d'aucune affaire impliquant une détention illégale. Aujourd'hui, en 2025, 7 ans après leur réapparition, les Mercier vivent discrètement dans une ville de taille moyenne de la région Rhône-Alpes, dont le nom n'a jamais été révélé pour préserver leur tranquillité. Marc travaille comme consultant informatique sous sa véritable identité. Claire donne des cours particuliers de mathématiques. Thomas est devenu développeur web. Léa s'est mariée et attend son premier enfant. Ils ont progressivement reconstruit une vie apparemment normale, même si les séquelles psychologiques de leur calvaire restent profondes. Ils refusent désormais toute interview, tout contact avec les médias. Ils veulent oublier, tourner la page sur ces 20 années volées. L'enquête sur leur enlèvement reste officiellement ouverte, mais les investigations sont au point mort depuis 2020. Le chalet brûlé en Suisse constitue la seule trace matérielle potentielle de leur détention, mais elle reste invérifiable. Ernst Weber a été le seul témoin à se manifester, malgré les appels répétés lancés par les autorités. Les commanditaires de l'enlèvement, les autres gardiens, les raisons exactes de cette séquestration restent des mystères totaux. Aucune organisation criminelle connue n'a revendiqué ou été liée à cette affaire. C'est comme si les Mercier avaient été aspirés dans une dimension parallèle pendant 20 ans avant d'en ressortir sans explication rationnelle. Un détail continue pourtant de hanter le capitaine Dumont, qui n'a jamais cessé de chercher la vérité. Lors d'une des dernières auditions en 2018, Léa a laissé échapper une phrase troublante avant de se reprendre immédiatement. Elle a dit « Je me souviens du jour où nous avons décidé de partir », avant de se corriger aussitôt en disant « le jour où nous avons pu partir ». Cette nuance, probablement anodine, résonne différemment aux oreilles de l'enquêteur. Les Mercier ont-ils vraiment été séquestrés contre leur volonté pendant 20 ans? Ou bien ont-ils choisi de disparaître pour des raisons qui nous échappent toujours? Et si vous avez des informations, si vous avez vécu dans cette région à cette époque, commentez de quelle ville vous nous regardez. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines enquêtes sur les mystères français et laissez un like pour que nous continuions à chercher la vérité dans ces affaires qui défient l'entendement.